Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Comme je vous ai dit sur mon Facebook, Twitter, etc., je vous ai dit qu'il va y avoir des vidéos. Et donc je commence par celui-là où l'égyptologie en 2025, où est-ce qu'on est par rapport à l'histoire de l'Afrique, parce que l'histoire de l'Afrique commence avec l'Égypte, hein. Comme je vous ai dit dans toute cette vidéo, dans toutes mes vidéos, etc., le film, etc., c'est que l'histoire de l'Égypte commence l'histoire de l'Afrique commence en Égypte. Et donc, l'histoire de l'Afrique, ce n'est pas seulement l'histoire des Noirs en Afrique, mais c'est l'histoire aussi des Noirs partout dans le monde. Au mois d'août, il y a eu une conférence de 5 égyptologues avec un docteur aussi, Thomas Durand, ici, que vous voyez à l'écran, docteur en biologie. Donc, 5 égyptologues qui ont fait une conférence, qui sont réunis, et puis voilà, hein, il appelle ça table ronde. Et cette conférence a pour titre Complotisme et Ancien Égypte, table ronde. Je vais vous expliquer tout ça. Mais d'abord, je fais une petite introduction. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent. Je remercie Gégé, Pierre-Henri Bouffe. Je remercie Luc, Raymondo, Julien, Eric, Bray, Brice, Camilo, Julien, Mistral Karting, Oza, Max, Anne, Rebecca, Mamadou, Moutanga, Brice. Voilà, toutes ces personnes-là qui sont abonnées, qui me soutiennent avec 2 euros, 4 euros par mois. Donc ici, vous avez le lien pour s'abonner, pour me soutenir, etc. C'est les vidéos que je fais, que j'ai déjà fait, les publications, c'est comme des vidéoconférences. Hein, c'est des vidéoconférences. C'est comme si je suis en train de faire des conférences, sauf en face, j'ai personne. Hein. J'ai juste voilà, mon téléphone, l'ordinateur et j'ai personne. OK? Donc, ce n'est pas seulement des vidéos, mais c'est des conférences. OK? Et donc, ces conférences-là, on peut très bien les transcrire et ça fait un livre. Hein. Ce que je présente là, c'est comme des manuels. Hein. Ce n'est pas simplement une vidéo, hein, à consommer comme ça, à apprendre, mais c'est aussi des manuels. Ça, il faut bien comprendre. Hein. C'est des manuels pédagogiques, c'est des manuels scolaires, c'est des manuels historiques. Vous allez me dire, mais pourquoi tu ne fais pas de conférences? Je ne fais pas de conférences parce que je n'ai pas les moyens. Donc, je suis complètement censuré, boycotté, hein, par tous, même par les intellectuels noirs. Ça, il faut bien qu'ils comprennent, parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes partout. Il y a des problèmes par rapport aux intellectuels noirs, mais il y a aussi un blocage par les intellectuels occidentaux. Hein. Le problème, c'est que les intellectuels noirs, aujourd'hui, ils sont absents. Comme il m'a dit un intellectuel noir, il m'a dit « Fémi, on te regarde, on t'observe ce que tu fais, ce que tu dis ». Eh bien, moi, je lui dis « Oui, Dieu, le Créateur, vous observe aussi. Hein, il nous observe. En revanche, le régulateur, hein, lui, la machine, lui, il travaille. Ça, il faut bien comprendre ça. Donc, cette conférence-là des égyptologues s'est déroulée, comme je vous ai dit, il y a un mois, et ils ont appelé ça complotisme et ancienne Égypte table ronde. Donc, faut bien comprendre que table ronde, c'est une table ronde entre eux. Hein, ok. Donc, vous voyez bien. Hein, c'est juste le titre table ronde, mais il n'y a rien de table ronde. Donc, il y a eu 5 égyptologues et un docteur en biologie, Thomas Durand. Donc, cette dame, Anaïs Soto, doctorante en égyptologie, Marc Gaboldet, professeur égyptologue,
Romain Ferré, docteur en égyptologie, Thomas Durand, docteur en biologie, Florine Baudier, master en égyptologie, Jean-Baptiste Poussard, docteur en égyptologie. Donc, nous avons ici des têtes diplômées, des pointures diplômées en égyptologie. Et au milieu, nous avons Thomas Durand, docteur en biologie, rien à voir avec l'égyptologie. Donc la question est, est-ce que Thomas est ici en tant que porte-parole ou c'est le chef des égyptologues, hein? Je me pose la question. Et donc là, en bas, vous avez la vidéo. Je mettrai les liens, mais je vous suggère de ne pas regarder la vidéo. Je vous suggère de bien regarder ce que je vous dirai, hein. Je vous ferai comprendre ce qui se passe méthodologiquement, parce qu'une fois que vous avez compris comment l'égyptologie est structurée aujourd'hui, vous avez tout compris. Voilà, ils sont tous dans la même ligne, hein. Le premier, deuxième et troisième, ou quatrième, cinquième, ce qu'il dit l'un, elle est approuvée directement par l'autre, ainsi de suite, hein. Il n'y en a pas un qui dit le contraire. Donc, c'est comme si vous dites 1 égale 1 égale 1, ils sont tous égaux. Et donc, ils vont dire le même discours et les mêmes conclusions. Tous identiques, aucune contradiction entre eux. Ils ont appelé ça, cette conférence, hein, le complotisme, hein, donc l'égyptologie, le complotisme, hein, sur l'ancienne Égypte, une table ronde. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une table ronde avec ceux qui ont des idées alternatives ou d'autres idées qui se contredisent, hein, qui se confrontent entre eux, mais c'est une table ronde entre égyptologues et ceux qui soutiennent l'égyptologie, hein. C'est une table ronde entre eux et non pas un débat, un discours avec les autres. Donc cette vidéo, elle dure, je crois, ça dure environ 1 heure et demie. Je vous invite de ne pas regarder, regardez celui-là, ce que je vous dirai. Ensuite, vous allez comprendre comment elle est structurée l'égyptologie aujourd'hui. Donc c'est une vidéo, une conférence qui dure 2h15. Et concernant moi, mon travail, ça parle seulement, il y a uniquement Thomas Durand qui va parler pendant 3-4 minutes, pas plus, hein. Donc, dans cette conférence de 2h30, hein, ils vont aborder tous les sujets sur les théories alternatives, etc., tout ce qui se passe. Et concernant moi, mon travail, ils vont parler seulement Monsieur Thomas Durand, et il va parler 2-3-4 minutes. Mais la plupart des gens qu'on lance, ils ont eu la chance. Femi Krasniqi, son film a été vu 4 millions de fois. Voilà, ce type est nul. Il ne comprend rien à ce qu'il raconte, il est complètement aux fraises, il est liquide, il ne comprend rien. Et maintenant il parle de Dieu, hein, quelque chose. Voilà, mais lui, il se sentait investi d'une mission. Il a un petit côté. Moi, je suis important dans l'histoire et c'est moi qui vais vous raconter la vérité. Voilà, donc quand on comprend ça, on peut prendre un peu de recul par rapport à ça, mais ceux qui acceptent ces récits-là ne sont pas coupables de ça. Eux, juste, ils se font avoir quand l'histoire arrive au bon moment. Et vous tombez sur un film qui vous raconte une super histoire et qu'en plus, ça et qu'en plus, c'est des mathématiques niveau 6e, vous comprenez. Parce que les maths des complotistes, c'est niveau 6e. Hein. Parfois, ils font un peu de 4e avec la géométrie, mais l'arithmétique, c'est 4 plus 4 égale 5. En plus, ils font des arrondis. Thomas Durand, il dit, Femi Krasniqi, son film a été vu 4 millions de fois. D'ailleurs, ça commence mal, hein, ça commence pas très bien parce que mon nom de famille, ce n'est pas avec un K, mais c'est avec un Q, hein, avec la lettre Q. Okay? Donc, c'est comme si je dirais, c'est comme si je déformais le nom de Thomas Durand, hein, au lieu de lui dire Thomas avec un S, je lui dis tomate, hein, avec un T. Okay? Donc, bah,
Ok, donc déjà, ça commence pas super bien. Et le film, ce n'est pas 4 millions, mais le film, on est à 7 millions. Ok, donc on a un problème de mathématiques ici. Donc Thomas, le film a été vu en français à peu près par 7 millions et non pas 4. 7 à 4, il y a une grosse différence. La version anglaise à 7 millions, donc on a à peu près autour de 14-15 millions de vues. Et donc Thomas, il dit, ce type est nul. Ok, bon, je suis nul. Je l'ai reçu. Oh mon Dieu, il ne comprend rien à ce qu'il raconte. Donc moi, je ne comprends pas ce que je dis. Très bien. Il est complètement aux fraises. Ok, liquide, il ne comprend rien. Et maintenant, il parle de Dieu. Bon, c'est autre chose. Mais lui, il se sent investi d'une mission. Il a un petit côté, moi, je suis important dans l'histoire et c'est moi qui vais vous raconter la vérité. Donc, quand on comprend ça, quand on a pris du recul par rapport à ça, mais ceux qui acceptent ces récits-là ne sont pas coupables. Okay? Ce que je raconte, et ceux qui regardent mon travail, ceux qui suivent mon travail, vous n'êtes pas coupables. Okay? Donc, c'est comme si j'ai fait quelque chose de pas bien. Okay? Donc, moi, je suis coupable et les autres ne sont pas coupables. Eux, juste, ils se font avoir quand l'histoire arrive. Donc, vous, tout ce que vous avez vu, vous vous êtes fait avoir par mon travail. Donc, moi, j'ai fait un travail et je vous ai manipulé. À peu près le sens, ce que nous dit Thomas. Et eux, ils se font avoir quand l'histoire arrive au bon moment, sur la bonne forme. Parce que les maths des complotistes, c'est niveau 6e. Donc, Thomas Durand est un docteur en biologie. Il est au milieu des égyptologues. Il n'y en a pas un qui dit non, mais Thomas, tu racontes un peu n'importe quoi. Donc, les égyptologues, assis à côté de lui, ils approuvent ce que Thomas dit. Ils approuvent tous. C'est approuvé, ça. Donc, comme je vous ai dit, ne regardez pas les vidéos tout de suite. Je vous explique les clés. Vous allez tout comprendre. Ça va être limpide. Thomas, il dit, je suis complètement fraise, liquide, il ne comprend rien. Bon, très bien. On parle ici des fraises, on parle du liquide. Nul. OK. Ensuite, de quoi il s'agit là? OK, les fraises, le liquide, nul. Mais Thomas, de quoi il s'agit concrètement, hein? Alors, je vais vous présenter un schéma, le schéma de vérité. Alors, donc, la vérité est ici comme, elle a une couleur. Elle a une couleur, la vérité est unique. Il ne peut pas y avoir deux vérités, il y a seulement une vérité. Et toutes les autres autour de la vérité, c'est des hypothèses. Donc, il y en a qui disent une théorie bleue, une autre marron, bleu, ainsi de suite. Donc, tout ce qui gravite autour de la vérité, c'est des hypothèses. Et donc, une fois une hypothèse, une théorie, une idée, avec les preuves et les arguments, etc., etc., elle est solide, elle devient une vérité. Elle devient une vérité prouvée scientifiquement. Et tout ce qui gravite autour, c'est que des hypothèses. Tout ce qui est tout autour, elle est ensuite faux et erroné. Donc, toutes les autres hypothèses sont fausses ou erronées. Donc, nous avons ici les égyptologues en 3 colonnes. Ça va être géométrique, et là, limpide et logique. Donc, les égyptologues officiels, ils sont d'un côté, cette colonne-là. Nous avons les alternatifs ici, qui ne sont pas d'accord avec l'histoire officielle de l'égyptologie. Moi aussi, je fais partie des alternatifs. Je suis aussi dans cette 3e colonne. Je ne me suis mis pas avec les autres alternatives, vous allez comprendre, parce que ce que je dis est complètement hors du cadre des autres alternatives. Okay? Quand je suis d'accord
d'accord avec les égyptologues d'histoire officielle, les alternatives, ou quand il y en a un qui l'a prouvé scientifiquement la vérité, on va mettre une couleur, une couleur unique pour les deux, pour les identifier. Donc, concernant le premier point, parce que sur l'égyptologie, il y a plusieurs points, plusieurs sujets. OK? Donc, nous avons les égyptologues officiels, les alternatifs, hein, tout confondu, hein, ce qu'il y a aujourd'hui sur le net et partout, etc. Et moi, donc, je suis un alternatif, une histoire autre, mais je m'appelle, je l'ai mis alternative B. Hein. Il y a les alternatives A, l'égyptologie officielle, et moi, l'alternative B. Sur la première question, hein, donc ça c'est, vous allez voir un schéma de vérité complète, scientifique et logique surtout. Sur la construction des pyramides et des temples, sur le premier sujet, donc vous avez, les égyptologues disent c'est des humains, les autres alternatives disent c'est des humains et des extraterrestres, ok. Moi, je dis c'est les humains, et donc sur ce point-là, vous voyez, j'ai mis une couleur verte, hein, pour identifier qu'ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Donc, on a une couleur verte et jaune. Donc, sur ce point-là, je suis en accord avec les égyptologues et une partie des alternatives. Le deuxième point, le savoir égyptien a-t-elle été découverte par les Égyptiens ou par une civilisation antérieure aux Égyptiens? Est-ce que c'était un savoir transmis par une civilisation qu'on ne connaît pas, perdue, ou c'est les Égyptiens eux-mêmes, hein, qui l'ont découvert, hein? Pas besoin de notre civilisation extérieure. Sur ce point, les égyptologues disent c'est les Égyptiens eux-mêmes. Moi, je dis exactement la même chose aussi, c'est les Égyptiens eux-mêmes. Hein. Il n'y en a pas eu d'autres civilisations mystiques, mystérieuses, ou des extraterrestres venus d'ailleurs. Et donc, dans ce point-là, ici, les alternatives, il y en a qui disent c'est les Égyptiens, il y en a qui disent c'est des extraterrestres ou une civilisation antérieure. Donc ici, on va mettre 2 points verts, 1 point jaune. Okay. Donc moi, je dis c'est les Égyptiens, et donc d'ailleurs, je précise, c'est des Égyptiens africains noirs. Vous allez voir dans les points suivants ça. Donc, on est à peu près, hein, je suis en accord avec les égyptologues. Il s'agit des Égyptiens qui ont fait toutes ces découvertes. Hein. Il n'y en a pas d'autres civilisations extérieures. Donc sur ces 2 points, on est d'accord. Sur le troisième point, qui étaient les Égyptiens maintenant? C'est ça une autre question. Donc vous voyez, vous avez la question numéro 3. Qui étaient les Égyptiens? Donc les égyptologues disent, j'ai mis une couleur rouge, hein, rien à voir, hein, ce n'est pas... ici, moi j'ai mis une couleur rouge, c'est uniquement pour différencier les couleurs, hein, rien à voir démocrate ou républicain, etc. C'est juste des couleurs pour différencier. Et donc, qui étaient les Égyptiens? La question est, les égyptologues aujourd'hui officiels, il y en a qui disent ils étaient d'origine arabe, asiatique, grec, européen, peut-être un peu africain, donc une sorte de mélange, ok? Donc une sorte de mélange. Donc je mets le point rouge, ok? Ce n'est pas le rouge la couleur pour les pénaliser, hein, c'est juste pour différencier, pouvoir visuellement, pouvoir géométriquement, à la fin vous allez comprendre. Les alternatives disent des Arabes asiatiques, etc., hein, ou mélangés peut-être avec des extraterrestres. Donc voilà, ils sont à peu près aux mêmes couleurs que les égyptologues, l'officiel. Mais il rajoute aussi le côté extraterrestre, donc j'ai mis ici là, rouge et vert. Moi, je dis complètement autre chose. Je dis que les Égyptiens, c'était les Africains noirs typés négrites.
Donc là, on a complètement une autre couleur. À la question numéro 4, ici, les Égyptiens africains ont découvert le système décimal de position, hein, les chiffres que nous avons aujourd'hui. Hein, ce que j'appelle, il faut regarder les vidéos précédentes. Donc, les Égyptiens, donc les Africains, moi je dis les Africains, ils ont inventé le système décimal de position et aussi les mêmes chiffres, hein, les numéros, les symboles que nous avons aujourd'hui, c'est des découvertes africaines. Okay? Donc, les Égyptiens, c'est des Africains, okay, et ils ont inventé le système décimal de position, okay, et les numéros, les symboles, de 0 à 9, ce que je dis. L'officiel, il dit non, ce n'est pas vrai, ça vient des Arabes, c'est les Arabes qui ont inventé ces chiffres-là. Les alternatives, pareil, ils sont dans la même ligne que les égyptologues. Le point numéro 5, les Égyptiens africains ont découvert le système métrique. Okay? Donc moi, je dis les Africains, ils ont découvert le système métrique, le mètre. C'est ça qui a déclenché toute la civilisation que nous avons aujourd'hui, le développement, c'est le système métrique. Les alternatives, bon, il y a 2-3 petites voix qui le disent, qui sont à peu près, bon, ils posent des questions, d'ailleurs, Quentin Leplan, et d'autres qui posent, voilà, qu'est-ce qui fait le système métrique dans les pyramides? Mais c'est marginal, ils sont loin, on est loin d'être en accord, eux et moi, sur le système métrique. D'ailleurs, ces personnes-là, ils m'ont jamais invité sur leur chaîne. Jamais. Okay? Donc là, on se pose aussi des questions. Qu'est-ce que c'est ces alternatives? Ils parlent du système métrique, je parle du système métrique, mais ils ne m'invitent pas pour échanger. Donc, eux, ils disent non. La plupart, rien à voir, le système métrique et le système décimal de position, rien à voir, hein, avec l'Égypte. Complètement. Hein. Les chiffres sont inventés par les Arabes au 5e siècle, point, c'est tout. Et certains des alternatives, ouais, il y a une sorte d'anomalie là. On trouve le mètre, système métrique, par-ci, par-là. On n'y comprend rien. C'est une anomalie. Les égyptologues disent non, ils sont catégoriques. OK? Donc voilà, point rouge pour les deux, et un petit point bleu pour les alternatives. L'égyptologie officielle, donc, est-ce que les Égyptiens africains ont propagé leur science à travers le monde? Une question, hein, ce que moi je dis. Ils ont construit les civilisations, hein, c'est les Africains qui ont construit les civilisations dans le monde. Hein, ils ont diffusé ce savoir en Amérique centrale, Amérique du Sud, Europe, Asie et Océanie. Donc ce que je dis, est-ce que c'est vrai cela? Moi je dis oui, j'apporte des documents, etc. Et les alternatives disent rien à voir. Hein. C'est des civilisations séparées. Donc l'Amérique centrale n'a rien à voir avec l'Égypte, l'Inde n'a rien à voir avec l'Égypte, l'Inde n'a rien à voir avec l'Amérique centrale. C'est complètement des civilisations séparées. OK? Donc ils sont en accord avec l'égyptologie officielle. Ils disent, voilà, hein, en plus du point vert, que c'est un sujet complètement hors du contexte, hein, c'est toujours un savoir d'extraterrestre. Point 7, question numéro 7. Les Égyptiens africains sont à l'origine des mathématiques, l'astronomie, médecine, physique, chimie, etc., bien avant la Mésopotamie. Hein, bien avant la Mésopotamie, parce que ce que je dis dans le livre et dans le film, l'histoire commence en Égypte. Okay? L'histoire commence en Égypte et non pas en Mésopotamie. Okay? Donc je fais référence au titre, à beaucoup de documentaires qui disent l'histoire commence à Sumer. Non, l'histoire commence en Égypte, bien avant la Mésopotamie, 400-500 ans avant le Sumer et la Mésopotamie. Sur ce point, toujours, on n'est pas d'accord.
Moi, je suis bleu, eux, ils sont en accord avec eux. Hein. Les alternatifs, ils disent la même chose. L'histoire commence en Mésopotamie. Ensuite, les Égyptiens africains, je dis qu'ils ont construit les pyramides et les temples avec du béton géopolymère et avec la science, hein, la chimie, et non pas avec la pierre taillée. C'est du béton, il n'y a pas de pierre taillée. Je suis le seul à le dire ça. Et là, les alternatifs, il n'y en a pas un qui dit du géopolymère. Ils parlent tous pierre taillée, pierre taillée. Que du pierre taillée. Vous verrez toutes les vidéos, ils parlent des pierres taillées. Le béton, ça n'existe pas. Donc, je dis ensuite que les Égyptiens, ils ont construit les pyramides et les temples en béton géopolymère, donc la chimie, couplée avec les mathématiques appliquées de haut niveau, puisqu'on a pi, on a phi, nombre d'or, et donc on a des calculs assez élevés, assez poussés, et je dis les Égyptiens, les Africains, ils ont fait de la mathématique appliquée. Les égyptologues, l'officiel dit, l'Égypte était primitive, il n'avait pas de mathématiques haut niveau, hein, c'était juste quelques chiffres, hein, donc un système décimal d'addition, donc j'ai un bâton, je rajoute un deuxième, un troisième, et non pas des calculs sophistiqués, des pi, phi, racine carrée, etc. etc. Hein, ils ne connaissaient pas du tout ça. Hein, parce qu'on a partout en Égypte, nous avons la construction, hein, les constructions des temples et pyramides avec de la mathématique appliquée. Hein. Donc on fait de la mathématique, et cette mathématique, avec les nombres dites sacrés, pi, phi, etc., ces équations, on va les appliquer dans les constructions des temples et pyramides. Les alternatifs, ils sont complètement d'accord avec les égyptologues, rien à voir la mathématique ici, sauf certains, très très peu, ils parlent, oui, bizarre, on trouve la racine carrée par-ci, on trouve des calculs poussés de pi, donc on trouve les calculs des surfaces, ainsi de suite, hein, des volumes. Et bon, ça reste très très peu, hein, mais très très marginal, juste deux, trois petites choses, mais rien de poussé. Et donc, moi je dis que ça, les Égyptiens africains, ils ont fait de la mathématique appliquée dans la physique. Donc on n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord ni avec les égyptologues, ni avec les alternatifs. Je dis que les réalisations en granit sont faites avec du granit issu de la lave volcanique. Hein, il n'y a pas de technologie extraterrestre ou du granit taillé, hein, parce qu'on peut tailler le granit, ça prendrait des années et des années. Et ce qu'on observe là, on a une précision qu'on ne peut pas atteindre avec les outils, hein, même avec des outils modernes. C'était du granit coulé, hein, de la lave. Donc, et ça, je dis au début de mois 2700 jusqu'à 2000, 1600, 1500, il n'y a pas eu de granit taillé, hein. C'était de la lave volcanique. Les alternatives c'était du granit taillé plus technologie extraterrestre. Les officiels disent c'est du granit taillé avec des outils, et donc on n'est pas du tout d'accord. Sur la question numéro 10, la civilisation égyptienne, je dis, s'allonge entre moins 3700 à 30. La construction, hein, des pyramides commence à moins 2700. Donc ici, sur ce point-là, on est à peu près d'accord. Hein, on est à peu près d'accord, sauf avec les alternatives qui disent les constructions des pyramides, ça remonte il y a 10 000, 8 000 ans. Donc voilà, les points essentiels,
les points essentiels colorisés. Donc, sur ce point-là, par exemple, je suis en accord avec les égyptologues. Moi, 2700, les dates, elles sont correctes. Je suis en accord avec les égyptologues. Certaines alternatives ne sont pas d'accord avec ça, et certains, ils sont en accord. Alors, si on rassemble tous les points que nous avons vus là ensemble, ok, on positionne les points, eh bien, qu'est-ce qu'on regarde là? Vous voyez là, ici, on a tous les points colorés en accord et en désaccord. Et qu'est-ce qu'on voit? L'égyptologie officielle et les alternatives. Les alternatives, c'est Graham Hancock, ancien architecte. J'ai mis ici BAM Investigation, Patrice Poyard et Grimaud et d'autres, anglais et français. Ok. Julie Couvreur, Métatron, je sais pas quoi, et voilà, des passionnés d'égyptologie. Quand on regarde ici de loin ce schéma, on voit que les alternatives, ils ressemblent beaucoup, énormément à l'égyptologie officielle. Vous voyez là? Ici, il y a beaucoup de points de rouge. Et de l'autre côté, moi, je suis en point bleu. Et on a en accord seulement 3 points. Seulement 3 petits points. Je ne parle pas si on donne une dimension plus importante au sujet. Les sujets les plus importants, c'est que l'Égypte, c'était un Égypte négroïde. Là, le point, ce n'est pas un petit point, ça devient une grosse tâche. L'Égypte, c'était un Égypte africain négroïde. Ça, c'est un point important. Ils ont inventé le système métrique. Ça fait encore une grosse tache bleue, énorme. Ils ont inventé le système décimal de position et les chiffres que nous avons aujourd'hui, quand vous faites de la comptabilité, mathématiques, etc., vous travaillez avec les chiffres égyptiens et le système égyptien de décimal de position. Tout ce que vous voyez sur Internet, l'invention des chiffres, etc., tous les documentaires, l'invention des chiffres par les Arabes, etc., ça c'est complètement faux, c'est erroné. Ok, ça faut bien comprendre. Et l'autre point très important, c'est que les Africains, ils ont voyagé, ils ont diffusé ce savoir partout, en Amérique centrale, Amérique du Sud, en Asie, en Inde, en Océanie, partout, en Europe, partout. C'est eux qui ont diffusé ce savoir. Ok? Donc, quand on voit ça, ce tableau, on voit très bien que les égyptologues officiels et les alternatifs, ils sont complètement en accord avec eux. C'est exactement la même chose. Il y a juste 2-3 petites nuances des extraterrestres, le reste, ils sont tous en accord avec eux. Donc, vous comprenez que les alternatifs qui parlent de l'Égypte antique, ils sont tous faux, ils sont tous erronés. Ok? Ils sont tous complètement faux. Ok? Qu'est-ce qu'il fait M. Thomas Durand? Eh bien, il va prendre les alternatives et FMI, il va nous mettre tous dans un sac et va dire, vous êtes des complotistes. Ils sont des complotistes. Puisque voilà, moi je fais partie des complotistes. Ok? Donc d'ailleurs, Thomas Durand est un docteur en biologie, mais quand on voit ici, dans cette conférence, assis au milieu des égyptologues, on a l'impression que soit c'est la porte-parole des égyptologues, soit c'est le chef des égyptologues. Ok? Donc, Thomas, il m'a mis avec les autres alternatives que quand on voit les couleurs des sujets, j'ai rien à voir avec eux, mais complètement.
On voit les couleurs, là, les sujets importants, et beaucoup de sujets, j'ai rien à voir avec les autres alternatives. Il raconte que du bidon. Et donc Thomas, il m'appelle complotiste. Ok, bon, on va analyser un petit peu tout ça. Est-ce que je suis un complotiste? Alors, la question est, où est-ce que c'est la vérité, hein? Est-ce que la vérité est de mon côté ou est-ce que la vérité est du côté des égyptologues, des alternatives, hein, côté officiel, hein? Ou est-ce que peut-être Thomas et les égyptologues, ils sont dans l'idéologie et moi, je suis dans la vérité. Ou peut-être c'est l'inverse, hein. Peut-être eux, ils sont dans la vérité et moi, je suis dans l'idéologie, hein, parce que ce qu'il dit Thomas, moi, j'ai dit des salades, des inepties, ok, et j'ai induit les autres dans l'erreur. Ok, donc j'ai fait des erreurs et j'ai induit les autres dans les erreurs. Et moi, j'invite Thomas à me dire où est-ce que c'est faux, hein, et on y reviendra. Alors, donc, il faut comprendre par là est-ce que les égyptologues, ils sont dans l'idéologie ou ils sont dans la vérité, hein? Parce que idéologie, ça vient du grec, idéo et logos, logique, hein. L'idéologie, vous pouvez regarder les définitions, hein, sur ce qui est défini sur Wikipédia, par exemple. L'idéologie est un système prédéfini d'idées. Bon, c'est un peu flou, hein, vous n'allez pas comprendre grand-chose. La réalité est analysée par opposition à une connaissance intuitive, etc., etc. Et donc, l'idéologie, on peut distinguer aussi des diverses formes d'idéologie, hein. Ça dérive vers les dogmes, croyances, etc. Mais ce n'est pas trop dit là. En fait, l'idéologie, hein, l'idéologie telle qu'elle est définie, telle qu'elle est aperçue aujourd'hui, hein, c'est comme si quelqu'un il a une idée, ok, il a une idée, à partir de cette idée, il va construire une logique, hein, d'où le mot idéologie. Sauf cette idée, elle peut être fausse, hein. Elle peut être fausse ou elle peut être erronée, elle peut être biaisée, etc., hein. C'est comme si quelqu'un il dit, voilà, il invente une idée, une création, ok, une idée, voilà, il parle de Dieu et il dit que Dieu, il a dit que les pommes ne doivent pas être mangées par les humains, hein. Il invente une idée, une idéologie, hein. Et donc toutes les pommes doivent être ramassées et posées au pied de ma maison, hein, parce que moi je suis le chef et donc voilà, je vais garder les pommes tout autour, ok, je vais garder les pommes parce que Dieu il a dit de ne pas manger les pommes parce que c'est pas bon pour le mental. Donc il invente une idée, ok, qu'il va appuyer avec une logique derrière. Et donc, le problème, c'est que l'idéologie, elle a une courte durée de vie, hein, parce que la vérité, elle va toujours, hein, prendre le dessus. C'est une constante du Créateur, ok, du grand Créateur, de Dieu, hein, que la vérité, tôt ou tard, elle va venir, elle va s'imposer, hein. C'est comme les mathématiques, comme c'est l'essence même de la logique, hein, c'est la base, hein, c'est le cœur de la logique, que la vérité, elle va tarder, mais elle va s'imposer, hein, elle va prendre toujours le dessus. Et donc le peuple, au bout d'un certain temps, il va comprendre que les pommes ont disparu, c'est que le chef du village, il gardait les pommes pour lui, il les mangeait ou il les vendait, etc., hein. Donc l'idéologie, elle est bonne, ok, pour une certaine, hein, pour une certaine période, pour un petit laps de temps, hein, ça fait marcher, ça fait du profit, mais au bout d'un moment, elle s'arrête, hein, parce que nous avons tous la même intelligence, ok,
Celui qui avance un petit peu plus dans le savoir, il arrive à manipuler les autres. OK, il arrive. Mais ça ne peut pas durer longtemps. Et du coup, les autres, puisqu'ils ont tous, on a tous la même intelligence, ils vont comprendre la supercherie. Ils vont comprendre que cette idéologie, hein, l'histoire des pommes, que c'est pas bon pour manger, etc., parce que Dieu il a dit, il faut pas manger, c'est pas bon, même si elles sont sucrées, etc. Hein, ils vont comprendre que c'est une supercherie ou c'est une erreur. Ils vont comprendre ça et ils vont revenir au même niveau de savoir que le chef du village. Et voilà, l'idéologie, ça y est, terminée. OK? Donc, maintenant, on va analyser un petit peu tout ça. Hein? OK? Toute la question est si les égyptologues, ils sont dans l'idéologie, s'ils sont dans l'idéologie ou pas. Donc la question, elle se pose ici, elle se pose de manière binaire. Est-ce que les égyptologues, ils sont dans l'idéologie ou dans la vérité? Elle est binaire, soit 0, soit 1. Soit ils sont dans l'idéologie, soit ils sont dans la science, dans la vérité. Donc elle est binaire, soit elle est fausse, soit elle est vraie. OK? Donc moi je dis que ce qu'ils disent les égyptologues, que c'est ce que l'égyptologie approche aujourd'hui, elle est fausse. Hein. On est dans une idéologie, elle est fausse là, hein, cette approche-là de l'Égypte aujourd'hui. Maintenant, la question, si les égyptologues ils sont dans l'idéologie, hein, s'ils sont vraiment dans une idéologie, la question qui se pose, c'est que est-ce que l'idéologie, elle est bien ou mal? Hein? Est-ce qu'elle est bien ou mal? Hein? Est-ce que peut-être l'idéologie, bon, très bien, on est dans l'idéologie, mais c'est bien. Hein? C'est bien, c'est une bonne chose, l'idéologie. Est-ce que c'est bon ou mauvais, l'idéologie? Eh bien, je dis que supposons que l'idéologie, hein, on a vu tout au long de l'histoire de l'humanité, hein, depuis 6000 ans, que l'idéologie, à un certain moment, elle arrive à sa fin. Hein. Il y a une vérité qui s'impose. Hein. On peut prendre n'importe quel exemple. Hein. On a des dizaines, des centaines, des milliers d'exemples qu'à un moment donné, l'idéologie, elle est mauvaise parce que ça conduit à des conflits sociaux, ça conduit à des inégalités, hein, entre les humains. Ça conduit tout simplement dans l'erreur. Hein. Ça conduit à des problèmes sociétals énormes. Hein. Tout au long de l'histoire, il n'y a eu que ça. Idéologie, vérité. Alors, Thomas parle, il parle des complotistes. Hein. C'est comme si moi je dis que l'histoire de l'Égypte est un complot. Ok, l'histoire de l'Égypte est un complot. La question si l'histoire de l'Égypte est un complot ou pas, ou une erreur, hein, il y a deux choses. Soit c'est un complot, soit c'est une erreur. Ok. Ça, c'est une erreur, voilà, on est une erreur de données, une erreur, par exemple, on a vu des fresques blancs et puis on a dit blanc, et puis on va garder ça. Hein. Ça peut être une erreur d'interprétation, une erreur scientifique. Hein. On a vu des fresques avec des Égyptiens blancs, on a vu des choses, des écrits, etc., l'histoire, et puis on a fait une erreur, on est entré dans l'erreur, et puis on continue dans l'erreur. Ben, ça peut être ça. Ou c'est un complot, on savait que l'Égypte était noire, et puis on a fait tout pour falsifier. Il faut savoir aussi que hein, l'idéologie en elle-même, c'est une erreur, hein, parce qu'au bout d'un moment,
cette idéologie, elle crée une structure sociétale erronée, et donc une erreur, ça conduit à des problèmes sociétaux, des conflits, etc. Donc, l'idéologie conduit à l'erreur. Ça, il faut bien comprendre. L'idéologie conduit à une erreur, et une erreur conduit à des problèmes. Alors, est-ce que c'est un complot ici ou il s'agit d'une erreur de la part des égyptologues? Quoi qu'il en soit, un complot conduit aussi à une erreur. On peut faire des complots aujourd'hui, on peut faire, l'humanité il a fait que ça, tout au long de sa vie, depuis 6000 ans, il a fait des complots, des guerres, des complots, idéologies, ce que vous voulez. Un complot, il est bénéfique pour un petit moment, pour une petite durée, un petit laps de temps, il est bénéfique. On a un problème, on fait un complot, on a résolu le problème. D'un côté, on a deux parties qui ne s'entendent pas entre elles. Et puis, comment faire? Soit la guerre, soit un complot. Il y en a un qui va dire, bon, on va faire un complot, on fait un complot pour résoudre le problème. C'est bénéfique pour une partie, mais n'est pas bénéfique pour l'autre partie. Donc, le complot, il va résoudre le problème pour cette partie-là, il va le résoudre pour certains temps. Ensuite, il faut réinventer un deuxième complot, parce qu'on refait le même complot. Ça, au bout d'un moment, un complot qui se répète, ce n'est plus un complot, c'est statistique. C'est systémique, et du coup, on comprend qu'il y a un complot. Donc, le complot en lui-même, à la fin, aux destinations, est une erreur. Parce que les deux parties doivent résoudre, quand il y a un problème, doivent résoudre le problème entre eux, non pas avec des complots et des guerres, mais doivent résoudre le problème intelligemment, avec de l'intelligence, avec de la logique. Donc, le complot en lui-même est une erreur. Donc, c'est pour ça que moi, quand je dis à l'entrée du film Grande Pyramide, je ne dis pas ni un complot, ni falsification, etc. Je ne dis pas complot ou falsification, etc. Je dis erreur. Okay? J'y vais beaucoup plus loin. Je vous fais comprendre que le complot en lui-même, il est une erreur. C'est une construction humaine pour résoudre un problème immédiatement, mais à la fin, sur moyen et long terme, un complot est une erreur. Il est voué à l'échec. Parce qu'une fois qu'on a fait un complot, il faut inventer un deuxième complot différent du premier. Il faut inventer un troisième, quatrième. On est tout le temps, celui qui fait des complots, il est tout le temps à la recherche de nouvelles idées. Parce que tu peux faire un complot inédit la première fois. Mais tu ne peux pas refaire ça une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Tu ne peux pas faire ça de manière répétitive, sinon les gens, le public, il a une logique, il comprend tout de suite qu'il y a un complot. Donc tout le temps, il faut inventer, faire quelque chose de nouveau. Donc le complot, il ne résout pas le problème définitivement, au moyen et long terme. Il ne résout jamais le problème. Il va résoudre le problème pour une partie, pour un petit temps, petite durée. Il va résoudre le problème pendant 10 ans. Ça va être bénéfique pour une partie, mais ça va être problématique pour l'autre partie. Okay? C'est pour ça que je dis un complot est une erreur à la fin. À la finale, le complot est toujours une erreur. Okay? Bien comme l'idéologie. L'idéologie, des idéologies, on a vu tout au long de l'histoire, dans les pays communistes, depuis l'Antiquité, il n'y a eu que ça. Moyen-Âge, que de l'idéologie. Que de l'idéologie. Mais, vous voyez, à chaque fois, l'idéologie, ça termine par un problème, par un conflit, par une confrontation. Et puis, la vérité, elle arrive, elle s'impose.
Donc, dans les deux cas, on voit ici que complot ou erreur, ça arrive toujours en erreur. Et donc, on comprend dans les deux cas que ce soit un complot, l'histoire de l'Égypte, que ce soit un complot attentionnel ou une erreur des égyptologues, archéologues ou historiens, dans les deux cas, c'est une erreur, ça conduit à une erreur, et une erreur en elle-même est mauvaise. L'erreur, si vous voulez, parce que là, est-ce qu'on pose la question, est-ce que l'erreur, il est bon? On constate que le complot est l'erreur, ça nous amène à une erreur directement, et on constate maintenant, là, on pose la question si l'erreur, est-ce qu'il est bon ou mauvais? Donc l'erreur, à cette question-là, si l'erreur, il est bon ou mauvais, il y a une chose qu'il faut bien distinguer, si l'erreur, il est conscient ou l'erreur, il est inconscient. Parce que l'erreur en elle-même, il peut être profitable, pour une partie. On a deux parties là. Pour une partie, on constate qu'il y a une erreur, mais pour une partie, l'erreur, il est profitable, ok, mais il n'est pas profitable pour la deuxième partie. Donc, on voit très bien que l'erreur en elle-même, ça sert. Quand on fait une erreur, on dit que l'erreur est aussi de l'information. Parce que, par exemple, je fais une erreur sur mon travail, j'ai compris que je ne devrais pas faire comme ça, je devrais faire autrement. L'erreur, ça me permet de ne pas refaire l'erreur une deuxième fois. Ça me permet de le corriger. Donc, l'erreur en elle-même est une information pour ne pas refaire. L'erreur aussi, il est mal, il n'est pas bon, il est mauvais. Parce que si l'erreur, ça serait quelque chose de bon ou de bien, on allait faire que des erreurs dans notre vie, on fait que des erreurs, on ne se corrige plus. Parce que l'erreur, il est toujours bon, l'erreur, il est bon, et puis on va faire que ça. Et ben, le problème, c'est que depuis 6000 ans, ça ne fonctionne pas comme ça. On essaie toujours, une fois constaté l'erreur, on essaie toujours de réparer l'erreur, de régler l'erreur, parce que l'erreur, il n'est pas bon. OK? Si l'erreur, il serait quelque chose de super, quelque chose de bien, quelque chose qu'on doit faire tous les jours, quelque chose de vital. Il faut faire erreur tous les 5 minutes ou tous les 2-3 jours, il faut faire une erreur parce que c'est bon, c'est bénéfique. Eh ben, on ferait que ça. On ferait que ça. Et puis nous, les humains, on a constaté que l'erreur, non, il n'est pas bénéfique, il faut la corriger. Il faut effacer l'erreur et il faut corriger, il faut le remplacer par la correction. Donc on comprend que l'erreur, il n'est pas bon, l'erreur, il est mauvais. Et en conclusion, quand on fait la conclusion du début de l'idéologie ou du complotisme, on constate que idéologie, complotisme, complot, ce n'est pas bon, c'est mauvais. Donc, maintenant, toute la question est si Thomas, si les égyptologues, ils sont dans l'idéologie. Comme je vous ai dit, moi, au début du film, je n'ai pas dit que l'égyptologie, c'est un complot contre l'Afrique et contre les Noirs. Cette question, si vous voyez là ici le schéma, vous comprenez que l'erreur, le complot conduit à une erreur. Le complot conduit à une erreur. Donc, j'ai traversé ces lignes-là, complot, idéologie, je les ai traversées pour vous donner direct le résultat final. Le résultat final, c'est complot, idéologie,
ou guerre, ce que vous voulez, le résultat à la fin, il est mauvais. Hein. On est dans une erreur, il n'est pas bon, et une erreur conduit à des problèmes qu'il faut corriger. Donc, la question est si l'égyptologie aujourd'hui est dans une idéologie ou dans la vérité scientifique. Je vous invite dans une conférence, on fait une conférence face à face, une conférence en public, et puis voilà, on pose le problème, parce que moi je vous dis, vous êtes dans l'idéologie. Vous êtes dans une idéologie, vous êtes dans une dogme, dans une doctrine, et cette idéologie, cette dogme, elle n'est pas bonne, elle n'est pas viable. Vous pensez, vous êtes dans la bonne direction. Eh ben, je vous invite, venez, on discute devant le public, ok, face à face, et on pose tous les arguments, et le public, il va juger. Le public, il regarde, il juge, il observe, parce qu'en fin de compte, quand il y a deux scientifiques, quand il y a deux scientifiques ou deux groupes, qui est-ce qui juge? Peu importe si la vérité, elle est d'un côté ou de l'autre. Qui est-ce qui juge? Et c'est le public qui juge à la fin. Le public, si le public il est convaincu par les arguments, le public il va donner sa dernière, il va donner sa vision, il va donner le verdict. Okay? Et le public, il a profondément en lui, le public il ne connaît pas la science, il n'a pas le niveau des scientifiques, mais ce qui va l'emporter, c'est la logique. Le public, il a intégré en lui la logique. Le scientifique en face, qu'il a la vérité, ou il a la démarche scientifique, il doit être au même niveau, il doit faire le même effort pour expliquer au public de manière logique et scientifique, d'expliquer au public sa théorie de manière logique. Et en fin de compte, ce qui va gagner, ce qui va l'emporter, c'est la logique. Parce que le public, il va pas comprendre, il ne comprend pas bien la science à des hauts niveaux. Le public, il a besoin d'une vulgarisation, il a besoin d'une simplification de la chose. Okay? Et les scientifiques, ou le scientifique, ou celui qui a une démarche scientifique, doit présenter la chose de manière logique et simple, et vulgarisée, et bien entendu appuyée avec des arguments, avec des chiffres, etc. etc. Donc, moi, j'invite, parce que Thomas, pendant ces 4 minutes, et les égyptologues tout autour de lui, pendant ces 4 minutes, disent que des mots, que des 3 phrases, liquide, fraise et nul. Okay? De quoi on parle, Thomas? C'est bon, ok, les fraises, les concombres, les tomates, ok, c'est bon, mais maintenant, concrètement, dans quel sujet? On prend sujet par sujet, on déballe toutes les deux les arguments, appuyés avec des documents et avec des preuves scientifiques, et c'est comme ça qu'on va résoudre la question de l'erreur. Ok? Donc moi, je vous invite dans un échange, un débat public, ouvert au public, pas une table ronde, mais bon, si tu veux une table ronde, mais une table, voilà, face à face. Je ne vois pas ça comme une confrontation, comme une bataille. Je vois ça à la recherche de la logique. À la recherche de la logique pour atteindre la logique, l'intelligence pour atteindre le niveau suprême
de la logique et de l'intelligence. Parce que comme je vous ai dit, hein, désolé de se répéter, toute idéologie est destinée à s'arrêter, hein. Elle a une fin, hein. Toute idéologie, elle a une fin, elle sera toujours remplacée par la vérité, hein. La vérité, elle est comme, comme un espace, hein, comme un espace, comme un espace avec de la matière, elle est dispersée. Et puis, il y a en face ou tout autour d'elle, il y a la force qu'elle veut, pas une force, mais je dirais l'erreur, hein, l'erreur, la manque de compréhension qui entoure la vérité. Et l'erreur et cette manque, cette déficience de compréhension, de savoir, entoure la vérité. Elle entoure, elle entoure, elle entoure, elle le rétrécit. Okay? C'est ce que j'appelle un paradoxe, hein, c'est un paradoxe. Elle rétrécit la vérité, mais elle ne fait pas disparaître la vérité, hein. La vérité, elle va se réduire, elle va se rétrécir, hein. La masse, ça va se compresser, elle va se rétrécir, mais elle ne va pas disparaître, hein. L'énergie de la vérité va devenir très très petite, okay? La densité va augmenter énormément. À un moment donné, la vérité va exploser comme un Big Bang. Elle va effacer complètement le paradoxe, les erreurs et la méconnaissance. OK? Donc voilà, Thomas, hein, on va discuter aussi sur la question de Dieu, hein, parce que tu as dit, oui, bien entendu, j'ai fait des vidéos sur Dieu, le grand architecte, hein, le créateur. OK? J'ai fait des vidéos, je vais faire d'autres vidéos pour bien comprendre l'existence, ce Dieu, de quel Dieu il s'agit là, hein, pour bien comprendre si, hein, parce que l'histoire, la question de Dieu, oui, ce Dieu, ce créateur, cette entité existe, ok, ça y est, c'est bon, c'est prouvé. Et donc, je ferai d'autres vidéos pour bien expliquer de quel Dieu s'agit-il. OK? Et donc, je vous invite, Thomas, pour un échange, débat. En fait, pas débat, j'aime pas ce mot-là, débat, même si elle a un côté ludique, humain, hein, parce que débat, c'est deux qui se battent, hein. Juste le mot, j'aime pas. Faut changer ce mot-là, bat, hein, débat, hein, deux qui se battent. Plutôt, voilà, un échange, discours, ou aller débat entre guillemets. Donc, je vous invite, hein, sur une table face à face, même face au public, si vous voulez, et on discute sujet par sujet, hein. Parce que dire, voilà, fraise liquide, là, je ne vois pas, Thomas, hein. Donc, OK, pour sortir de l'idéologie, sortir de l'erreur, hein. Parce que l'idéologie et l'erreur, la vie de l'idéologie, l'erreur, complotisme et tout ça, elle est courte. À un moment, la vérité, au moyen et long terme, va s'imposer. C'est une constante universelle, c'est la constante universelle de la logique. On peut dire ce qu'on veut pendant 10 ans, 50 ans, 1000 ans, mais ça ne va pas durer, ça ne va pas durer toute la vie. La vérité est une constante universelle, elle est au cœur de la logique, et à chaque moment, la vérité, elle va s'imposer. Elle va s'imposer. La boîte de Pandore, hein, la boîte de Pandore, elle s'est ouverte. C'est ouvert en Égypte, au mois 2700, 2800, avant notre ère.
La boîte de Pandore est ouverte. Elle ne peut plus être refermée. Elle ne peut plus, ça y est, c'est ouvert. Hein. Ce qu'on appelle la boîte de Pandore, la boîte de Pandore, tous les mots et tous les biens se sont déclenchés. Hein. En fait, la boîte de Pandore, elle devrait absolument s'ouvrir. Hein. Elle devrait absolument s'ouvrir. Elle s'est ouverte. Le déclenchement de notre civilisation, il s'est fait en Égypte. Hein, s'est déclenché en Égypte. Elle était obligatoire de s'ouvrir. On ne pouvait plus rester au stade primitif. C'était une obligation. C'était inévitable. J'arrivais pas à trouver le mot. C'était inévitable. Inévitable. Il n'y avait aucune chance de s'y échapper. Il n'y avait aucune chance de rester l'humain. Il n'avait aucune chance de rester primitif comme ça. Il devrait se déclencher. Je vous expliquerai ça plus tard. Et donc ça s'est passé, hein, la boîte de Pandore s'est ouverte en Égypte, au mois de 2800, 2700 avant notre ère. Et bien maintenant, on ne peut plus la fermer. On ne peut plus refermer la boîte de Pandore. On ne peut plus la déformer, hein, de la ramener droit. Hein, elle fait que s'ouvrir. Maintenant, la question est comment faire. Hein. On ne peut plus dévier, hein, ce qui est sorti et ce qui sort de cette boîte-là. On ne peut plus ni le dévier à droite ni à gauche, okay? Ni devant. On ne peut plus le fermer, la boîte de Pandore. Maintenant, il faut tout simplement harmoniser la boîte de Pandore. Bien entendu, ça semble un peu compliqué ou ésotérique ou énigmatique ce que je dis. Non, c'est très simple. Hein. La boîte de Pandore, c'est le développement de l'humain. Hein. C'est notre développement technologique de l'humanité que nous avons aujourd'hui. Hein. La boîte de Pandore, c'est le début des sciences en Égypte. Hein. C'est la science qui a démarré en Égypte. Les mathématiques, le système métrique et tout ce qui va tout autour, hein, la chimie, etc. Ça, c'est la boîte de Pandore, hein, qui s'est ouvert en Égypte et nous a amené à notre civilisation, notre développement d'aujourd'hui. Voilà, je ne fais pas plus long cette vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt. Donc, voilà, hein, en résumé, en conclusion, voilà où est-ce que l'égyptologie, elle est aujourd'hui en 2025. Hein. Donc, l'égyptologie, en conclusion, l'égyptologie aujourd'hui en 2025, ils sont dans l'idéologie. OK? Ils sont dans l'idéologie. Et maintenant, il faut faire le tout pour sortir de cette idéologie. Hein. Moi, je pense, après, vous faites comme vous voulez, hein, vous êtes libre, soit de continuer le chemin, ce chemin idéologique, okay, soit vous venez, hein, on discute, on met ça sur la table pour prendre peut-être un autre chemin. Il y en a un de nous deux qui a raison. Il y en a un de nous deux qui a la vérité. Voilà, je ne fais pas plus long cette vidéo. Je vous dis merci et à très bientôt.